Alors, Bruno Suarez enseigne les neurosciences et l'hypnose médicale depuis plus de 10 ans, non seulement en France, mais aussi en Russie et dans les pays baltes. Alors, je ne sais pas pourquoi en Russie et dans les pays baltes, on va peut-être pas commencer par cette question. Et puis surtout, vous avez aussi cofondé avec Jean... Patrick, s'il te plaît, faire un peu la pluie. Il a cofondé avec Jean Becchio le Collège international des techniques d'activation de conscience, afin donc d'améliorer l'efficacité de l'hypnose médicale. Donc il fallait qu'elle soit encore améliorée par les neurosciences. Je continue. Alors, vous enseignez le yoga, et j'ai très honte, parce que je ne sais pas ce que c'est, et je dois être la seule, le pranayama. La respiration. Ça a été dit 407 fois aujourd'hui, je sais, mais vous n'êtes pas de mon côté, il y a un très mauvais retour, on voit rien, enfin bref. Voilà, je savais que je prenais des risques. Mais à part ça, vous enseignez donc le yoga et le pranayama aux étudiants de la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière, dans le cadre d'un programme de gestion du stress et de prévention du suicide. Je me suis un peu loupée, mais c'était très bien quand même. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour cette brillante introduction. Si vous avez des questions, je vous ai mis mon adresse mail. Peut-être un peu plus fort et un peu plus près du micro, parce qu'il faut nous réveiller, vous êtes l'avant-dernière. Les références, ceux qui ont besoin de références scientifiques ou de détails pourront avoir la réponse à cette adresse. Alors pourquoi je vous montre ce tableau de Paul Gauguin ? C'est que la signification, elle est inscrite en haut à gauche. Il y a un petit détail. Voilà, qu'est-ce qu'il a écrit Paul Gauguin à Tahiti en 1897 ? D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur la respiration, on est capable de répondre à la deuxième phrase. Que sommes-nous ? Je vais vous montrer un petit peu des éléments de neurosciences qui permettent de confirmer, entre guillemets, que l'idée de travailler sur la respiration, c'est une bonne idée. En médecine et en règle générale, dans le monde de l'enseignement ou dans d'autres domaines. Et un autre élément important, c'est que, là je vais vous parler des neurosciences de la respiration, c'est la préhistoire. Donc on n'est pas du tout avancé, on a une connaissance tout à fait préhistorique. Et on est très admiratif des grands maîtres de yoga ou de qigong qui ont eu... je pense à Patanjali par exemple, qui ont eu un peu, grâce à l'expérimentation en faisant des exercices de méditation, de qigong, etc., réussi à découvrir un petit peu comment notre corps et notre cerveau fonctionnaient. Donc on va voir quelques éléments comme ça, que j'ai pris un petit peu de façon disparate. Donc si vous regardez quelqu'un qui fait de la méditation et quelqu'un qui fait de l'hypnose, vu de l'extérieur, c'est totalement inintéressant. On a l'impression que les personnes dorment. Vous voyez ? Et donc c'est ce qu'on dit un peu aux journalistes qui viennent nous voir. Vous attendez pas à du spectaculaire, nous on ne fait pas d'hypnose de cabaret. Vous allez voir ça. Mais vous voyez, ils ne dorment pas. En fait, ils ont le cerveau qui est en pleine activité. Et donc là, on commence à savoir qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est en train de faire ça. Mais vous voyez, de l'extérieur, c'est vraiment très... et puis on a vraiment l'impression que c'est la même chose. Et maintenant, on sait, et les gens qui connaissent la méditation, qui connaissent les exercices d'hypnose, ils savent que ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une nouveauté aussi, vous voyez, on commence à voir la méditation et le yoga dans les livres de neurosciences. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée, je dirais. Peut-être c'est là qu'on est en train de basculer effectivement dans quelque chose d'intéressant dans les hôpitaux et les facultés de médecine. C'est qu'on a ces disciplines-là qui sont traitées dans les livres de neurosciences. Alors je me suis posé cette question-là, est-ce que l'utilisation médicale de la respiration a un avenir ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle ? Alors je vais regarder un petit peu la liste des 8 formes d'intelligence qui sont répertoriées à l'heure actuelle. Vous voyez que l'avant-dernière, c'est l'intelligence intrapersonnelle, la connaissance de soi-même. Et donc je me suis dit que ça ne serait pas inintéressant, effectivement, que nous, tous, soignants ou non soignants, on développe ce paramètre-là.
Je vous rappelle que quand vous faites le test de quotient intellectuel, vous ne testez que les capacités verbales et logico-mathématiques. C'est-à-dire que si vous êtes un grand expert de la méditation, finalement, vous pouvez avoir un très mauvais résultat au QI. Si vous êtes un gamin autiste, pareil, vous pouvez avoir des compétences très importantes dans d'autres domaines. Par contre, vous aurez toujours un score de QI pas forcément très, très avantageux. Alors j'ai regardé un petit peu les journaux cette semaine. Et par exemple, j'apprends que l'épidémie d'hypertension artérielle explose dans le monde et qu'en 2015, il y avait déjà presque 900 millions, donc quasiment 1 milliard d'hypertendus. C'était des statistiques sur 154 pays. L'hypertension, c'est quand même la première cause de mortalité évitable. Les effets cardiovasculaires de cette épidémie se verront dans 20 ans. Donc c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que dans 20 ans, on va commencer à voir le milliard d'hypertendus commencer à développer les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez, c'est janvier 2017, donc on ne peut pas faire plus frais comme données médicales et scientifiques. Et puis, si on regarde les moyens de prévention efficaces, vous voyez qu'en dernière ligne, alors il y a des lignes que vous connaissez, mais en dernière ligne, vous avez le yoga et notamment le pranayama, donc c'est la technique respiratoire, une des branches du yoga qui permet de travailler la respiration de façon particulière. Ça c'est une étude de décembre 2016, donc vous voyez on ne peut pas faire plus frais comme étude, une étude indienne donc sur des patients qui sont en train de développer de l'hypertension artérielle et ils ont montré que 1 heure de yoga pendant 3 mois, donc c'était des postures et de la respiration, permettait de baisser de façon intéressante la pression artérielle systolique et diastolique et d'éviter l'apparition d'hypertension chez ces patients-là. Et si on réussit à faire ça, on obtient quand même 15% d'infarctus en moins et 35% d'accidents vasculaires cérébraux de moins. Donc vous voyez, simplement en faisant des petits exercices respiratoires et en gagnant quelques points, c'est pas grand-chose, hein, c'est des petites baisses de pression artérielle, on va obtenir des grands effets du point de vue de la santé de la population. Alors en plus c'est intéressant parce que le yoga c'est quand même gratuit ou quasiment gratuit, hein, vous voyez, par rapport à prendre des médicaments. Je pense qu'on a vraiment intérêt à encourager ce genre de discipline. Le yoga a la même efficacité que le sport pour traiter le syndrome métabolique et prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc ça c'est une publication de février 2016, un peu ancienne. Donc c'est des groupes qui ont été comparés yoga et pratiques sportives. Et donc on a des améliorations des facteurs de risque cardiovasculaire. Le poids, le triglycéride, le cholestérol, fréquence cardiaque, pression artérielle. Par contre ça n'améliore pas l'hémoglobine glycosylée qui est le marqueur du diabète. Ça, c'était les premières lectures. Deuxième lecture, c'est l'éditorial du Lancet de ce mois-ci, janvier 2017, donc qui parle de la nécessité de mesures globales pour prévenir le suicide chez les professionnels de santé. Parce que vous le savez peut-être ou non, mais on fait un métier qui est exposé au stress. On a quand même 3 fois plus de suicides chez les médecins par rapport à la population normale. Chez tous les soignants, c'est à peu près les mêmes chiffres. Vous voyez, aux États-Unis, il y a 400 suicides de médecins par an. Et donc, ils sont dit, dans la revue Lancet, il est temps d'agir. Donc, vous voyez, vraiment, ils sont en train de réfléchir pour savoir comment on va faire ce type de prévention-là. Ça, c'est le papier. Et donc nous, ce qu'on a développé avec une médecin psychiatre de l'hôpital Pitié-Salpêtrière Donata Mara avec Jean Becchio, ce sont des exercices d'apprentissage de l'auto-hypnose, quelques exercices de Qigong, yoga et méditation à l'usage des étudiants en médecine. Les étudiants s'inscrivent librement. Et en règle générale, quand on fait ce type de session-là, on a 250 inscrits. Donc vous voyez que ça correspond vraiment à une attente chez nos étudiants en médecine. Voilà, ça c'est Kiran Vyas, par exemple, à la faculté de médecine à Bicêtre, en 2014. Donc on travaille ensemble. Lui, il enseigne la médecine ayurvédique, le yoga et la méditation. Et donc c'est intéressant de voir que les facultés de médecine commencent à s'ouvrir à ces méthodes. Alors vous voyez, là il est en train de faire la cuisine. Donc on fait la cuisine et puis il explique les légumes, les épices, etc. et comment on peut utiliser l'alimentation. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'était un domaine important de la guérison des patients. Donc vous voyez, on déguste, c'est des cours assez intéressants. On fait la cuisine, on déguste, on fait les massages. Donc ça permet de découvrir un peu autre chose
dans les facultés de médecine. Un des progrès majeurs des neurosciences ces dernières années, c'est qu'on est passé de ça à ça. Ça a pris 200 ans, donc pendant 200 ans, on a étudié le cortex cérébral, la substance grise, la surface du cerveau. Et par contre, on a négligé la substance blanche. Comment les zones cérébrales communiquent les unes avec les autres. Donc on a identifié tout un tas de zones. Alors ça, c'est la phrénologie, hein, toutes les zones sont fausses. Mais par contre, l'idée de la localisation cérébrale était intéressante. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était très limitatif comme schéma. Et que parce qu'une zone cérébrale peut servir à beaucoup d'autres choses. Hein, donc il n'y a pas voilà, c'est pas aussi clair que ça. Et que quand on dessine finalement les fibres de substance blanche, on arrive à comprendre tout un tas de choses nouvelles et d'éclairer des situations neurologiques et psychiatriques auxquelles on ne comprenait rien. On comprend mieux aussi qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que le cerveau pendant le yoga, qu'est-ce que c'est que le cerveau pendant l'hypnose. Et donc ça s'appelle le connectome, donc c'est l'étude des fibres de substance blanche. C'est de l'IRM anatomique et de l'IRM fonctionnel. Voilà. Et nous, on a la chance de travailler avec Stanislas Dehaene, qui est un des neuroscientifiques qui connaît le mieux la conscience à l'heure actuelle. C'est au centre Neurospin à Saclay. Il n'est pas médecin, Dehaene, il n'est pas neurophysiologiste, il est mathématicien. Donc il a une façon très très intéressante d'aborder le fonctionnement du cerveau. Et on a eu la chance d'avoir sa femme qui dirige le laboratoire bébé, Ghislaine Dehaene, qui est pédiatre, et qui est venue se former à l'hypnose chez nous. Et puis depuis, donc on collabore, on met au point des tests ensemble. Ils sont en train de construire et d'installer la plus grosse IRM du monde, qui n'a jamais été construite, 12 Tesla. Les machines que nous on utilise, que moi j'utilise, c'est 1 Tesla, 12 fois plus puissante que les machines actuelles, pour passer des humains. Vous voyez, c'est le bonhomme, il est tout petit là, dans la machine, au centre de la machine. Voilà. Et on utilise ce schéma-là, c'est le schéma de la conscience qui a été proposé par Changeux et Dehaene en 1998. Et à chaque fois qu'on essaie d'améliorer les techniques d'hypnose, méditation, on va utiliser leur système qui s'appelle l'espace neuronal global de travail. C'est une espèce de sphère de la conscience, si vous voulez. C'est un système à 4 entrées et une seule sortie possible, la motricité. Donc on en revient à la marche, à l'importance de la motricité. Le corps humain, c'est fait pour bouger. Vous savez que les gens qu'on empêche de bouger développent tout un tas de pathologies. Donc vous avez les 6 sens. Donc en fait, on est passé de 5 sens à 6 sens il n'y a pas longtemps. On parlera du 6e sens tout à l'heure si j'ai le temps. La mémoire, la boussole du désir et le système d'alarme, le système attentionnel. Donc avec ça, à chaque fois qu'on est en face d'un patient ou qu'on a envie d'améliorer notre méthode, on se demande comment on peut agir sur ces entrées, ces différentes entrées et sur la sortie. On se sert aussi de ce schéma qui est tout bête, mais c'est exactement ça le fonctionnement cérébral. Il y a un goulot d'étranglement central. Si je vous demande de faire un calcul mental et d'enchaîner tout de suite sur un calcul mental très très vite, vous pouvez pas le faire. Donc le cerveau n'arrive pas à traiter deux choses à la fois, il fait l'une après l'autre. Alors bien sûr, avec l'entraînement, vous pouvez automatiser et faire très très vite, mais c'est toujours l'un après l'autre. Quand vous téléphonez au volant, vous téléphonez, et puis vous regardez la route, et puis vous retéléphonez, et puis vous regardez la route, et puis vous finissez par avoir un accident. Mais on est tous persuadés qu'on est capable de faire les deux en même temps. Mais bon, les statistiques sont formelles, c'est 10 fois plus d'accidents si vous conduisez, si vous téléphonez en conduisant. Et on utilise aussi cet élément important, ça c'est un PET scanner, et c'est le fonctionnement du cerveau quand vous êtes au repos, quand vous faites la rêverie. C'est-à-dire que là vous en avez marre de m'écouter, et vous avez votre cerveau qui va, vous allez partir dans une rêverie comme ça, très confortable, et en fait votre cerveau, vous voyez, il est en train de bosser. Donc quand vous ne faites rien, le cerveau travaille. C'est 2% du poids du corps, le cerveau, mais c'est 20% de la consommation énergétique. Vous voyez que c'est gigantesque. Chez l'enfant de 4 ans, c'est 3 fois plus. Donc vraiment, on a une espèce d'organe. On ne sait pas très bien, en fait, qu'est-ce que fait le cerveau, parce que le cerveau, c'est un cachotier. Il travaille beaucoup, mais il ne vous dit pas le boulot qu'il est en train de faire. Voilà. Et donc le travail des neurosciences à l'heure actuelle, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette intense activité cérébrale dont on n'a aucune conscience. Vous voyez ? Et on commence à rentrer un peu là-dedans. Voilà, c'est ça qui est amusant dans les neurosciences du XXIe siècle, c'est qu'on commence à rentrer dans ce circuit-là. Donc le cerveau, quand vous faites rien, là vous êtes en train de faire la rêverie, vous ne m'écoutez plus, votre système attentionnel est parti ailleurs.
vous activez ces zones cérébrales-là. Donc vous voyez, ça fait pas longtemps qu'on sait étudier ça. Ça s'appelle le mode par défaut, état de base. Cerveau à l'état de base, donc c'est la rêverie. Un autre élément important dont je voulais vous parler, c'était la cartographie du neurochirurgien Penfield avec les homonculus. Est-ce que tout le monde connaît l'homonculus de Penfield? Non. Alors je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très, très amusant. Si vous piquez la surface du cerveau avec une aiguille, vous allez vous rendre compte que telle zone, c'est la motricité de la main, telle zone, c'est la sensibilité de la bouche, etc., etc., etc. Et donc Penfield a fait une cartographie géniale et ça donne un espèce de petit bonhomme avec des mains gigantesques, une bouche énorme et puis vous voyez un tout petit corps. Donc c'est ça l'homonculus de Penfield. La question, où est le muscle diaphragmatique là-dedans? Alors je me suis posé la question quand même et alors les cartes ont été légèrement modifiées mais en fait c'est toujours un peu la même chose. Et vous voyez que le tronc, là où se situe le diaphragme, donc c'est en plus de tous les autres muscles, intercostaux, etc., vous voyez, c'est tout petit, c'est minuscule. Et donc en fait, pour avoir conscience de son diaphragme, c'est toute une aventure. Vous voyez, c'est vraiment tous les exercices qu'on peut apprendre avec différentes techniques. Alors ça c'est nouveau, c'est comment le cœur parle au cerveau. On en a parlé tout à l'heure avec le brillant exposé du collègue cardiologue, et on commence à voir les premières cartographies cérébrales des sensations internes. Quand on reçoit des sensations internes, qu'est-ce qui va s'activer au niveau du cerveau? Ce n'est pas le petit homonculus, c'est l'homonculus de l'insula, donc une autre région cérébrale. L'insula, c'est ici, cette région-là du cerveau. C'est une zone un petit peu enfouie du cerveau, pas facile à étudier en dehors de l'IRM. C'est activé dans les zones à forte consonance émotionnelle comme la douleur, donc ça fait partie de la matrice corticale de la douleur, l'insula. Et donc, de la même façon que vous avez l'homonculus de Penfield, vous avez l'homonculus de l'insula. Donc vous avez une représentation corporelle des émotions et des sensations internes dans la région de l'insula. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit test de 5 minutes? Ouais. Alors, on va le faire, vous allez voir, c'est un truc marrant. C'est un test qui permet de mesurer le sens de soi. Est-ce que vous avez une bonne connaissance de vous-même? Ouais? Tout le monde? Bon, on ne le fait pas alors. Donc, vous allez vous installer pour faire... pour regarder votre respiration, et puis à un moment, je vous dirai de faire quelque chose de différent. D'accord ? Alors vous pouvez faire ça, vous voyez, on propose ça beaucoup aux débutants. Vous mettez une main sur le thorax et vous mettez une main sur le ventre. Et comme ça, ça permet d'avoir la sensation. Alors vous voyez, vous allez changer votre homonculus, parce que les mains c'est très gros. Et vous allez mettre en évidence des choses que vous avez du mal à voir. Donc voilà, vous fermez les yeux. Et vous pouvez simplement observer votre respiration. Et vous voyez qu'avec les mains, telles que vous les avez posées, voilà, très très bien, eh bien vous pouvez sentir le mouvement particulier de la main du haut sur le thorax et le mouvement particulier différent de la main du bas qui est posée sur le ventre. Et vous voyez peut-être que les mouvements ne sont pas les mêmes. La direction des mains n'est pas la même. Très très bien. Et si je vous demande de mesurer votre fréquence respiratoire sur 30 secondes ou 1 minute, pour vous c'est très facile. Vous pouvez mesurer votre fréquence respiratoire sur 30 secondes ou 1 minute. Et maintenant, vous allez mettre les 2 mains sur le tissu de votre vêtement, dans une position plus habituelle. Vous mettez les mains sur les cuisses, sur vos jambes, voilà, très très bien. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et donc, ce que je vais vous demander maintenant, sans toucher quoi que ce soit, c'est de mesurer votre fréquence cardiaque. Voilà, top.
Top. Donc vous obtenez un chiffre. Donc ce chiffre, vous allez multiplier par 2 pour obtenir votre fréquence cardiaque sur 1 minute. Alors vous voyez, c'est une autre paire de manches que de mesurer la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, c'est très facile de compter, mais les battements cardiaques, alors si vous avez la main là, ou si vous avez la main là ou la main là, c'est très, très facile. Mais si vous n'avez pas les mains, vraiment, vous avez besoin d'une très grande connaissance de vous-même pour arriver à capter ces pulsations. Alors, à quoi ça sert ce score d'interoception? Parce que c'est utilisé dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment, il y a une vraie utilisation médicale. Donc vous allez calculer la différence entre votre fréquence cardiaque que vous avez estimée les yeux fermés et votre fréquence cardiaque que vous allez mesurer, que vous pouvez mesurer vous-même sur 1 minute. Donc là, vous pouvez mesurer sur 30 secondes, par exemple. Je vous donne le top, si vous voulez. Voilà, top. Top. Donc vous multipliez par 2, vous obtenez votre fréquence cardiaque par minute. Alors voilà, vous obtenez un score, c'est 1 moins fréquence cardiaque estimée, moins fréquence cardiaque mesurée divisé par la fréquence cardiaque mesurée. Donc vous voyez, c'est une espèce de petite formule très simple, un calcul très simple à faire. Et vous obtenez des scores de très bonne interoception, sens du soi modéré ou sens du soi médiocre. Application clinique. L'anorexie, les troubles des conduites alimentaires. Donc on s'est rendu compte que souvent c'est des jeunes filles, jeunes femmes, ont vraiment une mauvaise perception de leur corps et de différentes sensations, ne serait-ce que de la sensation de faim, de soif, la sensation de température, etc. Et donc vous voyez, c'est une façon élégante, enfin en tout cas mesurable et reproductible, de savoir si vous avez affaire à des gens qui connaissent bien leur corps, qui ont déjà fait un peu de méditation, yoga, qigong, ou pas du tout. Il me reste du temps ou j'ai tout épuisé? Alors on peut terminer par un petit mot sur le 6e sens. Il est apparu... j'arrive pas à me remettre sur le diaporama. J'arrive pas à le 6e sens, ça s'appelle la proprioception, c'est la conscience de soi. Ça a été validé de façon scientifique. Donc on est passé de 5 à 6, mais on va passer de 6 à 7 bientôt. Merci. Et c'est la conscience de soi. Donc oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment relié à tout ce qu'on est en train de faire ici. C'est relié à une zone cérébrale qui s'appelle l'aire temporopariétale et qui intègre des données visuelles, proprioceptives et vestibulaires. C'est un sens qui est tellement évident qu'on n'en a aucune conscience. C'est-à-dire que c'est le sens de la gravité terrestre, gravitation, de l'équilibre. Quand vous êtes debout, vous n'êtes pas en train de vous dire, comme Newton, tiens, je suis soumis à l'attraction terrestre. Vous voyez, à part les gens qui ont été dans l'espace, c'est très compliqué d'avoir conscience de ce phénomène-là. L'aire, le gyrus angulaire, donc la jonction temporopariétale, si vous la stimulez électriquement lors d'une intervention neurochirurgicale, chez des patients qui restent éveillés, on fait ça pour la chirurgie de l'épilepsie, vous obtenez des sorties de corps et des phénomènes d'autoscopie. Donc vous voyez, c'est vraiment une zone clé pour savoir qui on est nous-mêmes et qu'est-ce que c'est que notre enveloppe corporelle. Alors Aristote plaçait le siège de la conscience dans le cœur, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, notre collègue cardiologue est d'accord. Non, c'est n'importe quoi. La conscience, c'est dans le cerveau, c'est là que ça se passe. Alors voilà, c'est une étude de l'École normale supérieure, une équipe avec laquelle on collabore, le laboratoire Conscience, une étude de 2016 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et donc en fait, le sentiment de soi est totalement corrélé à la perception de la fréquence cardiaque. Et donc à chaque fois que vous êtes conscient que vous respirez et que votre cœur bat, vous êtes conscient d'être vous-même. Donc c'est vraiment un des piliers fondamentaux. Et c'est la première fois qu'on a une équipe qui montre ça.
on le suspectait, hein, depuis Aristote, on se doutait qu'il y avait un lien fort comme ça entre le cœur et le cerveau, et que le cœur nourrissait d'informations le cerveau. Et là, c'est la première fois qu'on a la preuve de comment ça marche, cette espèce de axe cœur-cerveau, hein, qui va totalement dans le sens de votre exposé. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention.